Bonjour. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité une fois de plus à ce colloque. Ça me fait toujours plaisir d'être parmi vous et de vous voir aussi nombreux pour parler d'un magnifique sujet, le don d'organes. Je vais vous présenter, donc, comme on vient de le dire, l'organisation de notre vision de la coordination locale des donneurs. Présentation rapide de notre service, de soins intensifs au CHR de la Citadelle. Ce sont des soins intensifs généraux, adultes et pédiatriques. Nous réalisons un petit peu plus de 3000 admissions de patients chaque année. Nous disposons de 48 lits répartis sur 2 salles, 36 soins intensifs adultes, 6 lits dédiés aux soins intensifs pédiatriques et 6 lits de middle care. Pour s'occuper de tous ces lits, nous avons une équipe relativement importante constituée de 10 médecins, de 110 infirmières, de 3 kinés, de psychologues, mais également des diététiciens et ainsi de suite. Alors, la fonction de coordination locale des donneurs, chez nous, elle ne portait pas ce nom, mais notre activité date d'un peu plus de 20 ans. En moyenne, on réalise 12 dons chaque année, aussi bien chez des donneurs en mort cérébrale que chez des donneurs après arrêt thérapeutique, donc la classe 3 de Maastricht. Ce qui nous a amené à mettre en place la fonction de coordination locale des donneurs a été un long chemin avec des grandes étapes, comme le projet GIFT initié par le SPF de la santé publique en 2006, les contrats de fonction que nous avons pour notre part conclus en 2011 pour aboutir à la publication de l'arrêté royal de 2012 fixant les normes auxquelles une fonction de coordination locale des donneurs doit répondre pour être agréée. Nous avons dès lors défini plusieurs objectifs et les principaux sont la sensibilisation en interne à notre institution au don d'organes, dans le but d'accroître la détection des donneurs potentiels et également de garantir une bonne qualité de prise en charge des donneurs potentiels. Nous avons dès lors entrepris différentes actions, comme la révision des procédures destinées au processus de don d'organes, créer différents outils et documents pour faciliter le travail de nos collègues, et également dispenser une formation à l'ensemble du personnel des soins intensifs. En 2012, nous avons également nommé un binôme de responsables, médecins et infirmiers. Alors, le fonctionnement, à ce moment-là, était le suivant. L'ensemble des médecins et des infirmiers de soins intensifs étaient chargés, en fait, de la prise en charge complète du processus de don, à savoir la détection des donneurs, de référer l'ensemble des donneurs potentiels au centre de transplantation du CHU avec lequel nous collaborons, de réaliser les différents prélèvements utiles à la caractérisation des organes, à programmer les différents examens, de récolter toutes les informations, résultats et protocoles d'examen nécessaires et les transmettre au centre de transplantation. Point important à assurer également par l'ensemble des équipes, c'est la communication et l'accompagnement des proches. Alors nous avons fait... On m'a pas entendu auparavant? Si? Alors on a fait un gros travail sur nous-mêmes, en fait, l'année dernière. C'est jamais très facile de faire un constat, finalement, et d'analyser la situation dans notre prise en charge des dons. Et nous nous sommes dit, est-ce que nous sommes suffisamment efficaces dans ce processus? Est-ce qu'on fournit un travail de qualité? Et puis, chose importante, est-ce qu'on respecte également les normes d'agrément pour lesquelles nous avons un financement? Et alors, vous le savez tous, il y a une charge de travail largement supplémentaire à mettre en œuvre quand on veut prendre en charge un don d'organes. Là, on s'est dit, est-ce que ça n'influe pas sur la qualité des soins, sur la qualité de prise en charge du don en lui-même? Nous avons pu établir un deuxième constat qui n'était vraiment pas facile à faire, évidemment, c'était de se rendre compte que nous n'avions peut-être pas toujours la bonne approche, nous fournissions peut-être pas toujours le bon accompagnement auprès des familles. Nous avons effectivement eu 2 familles en retour d'un processus de don qui nous ont fait part de problèmes de communication, d'informations divergentes qu'on pouvait leur fournir. Ceci était probablement lié au fait que, vu que tout le monde prenait en charge les dons d'organes, que ce processus se déroulait toujours sur des pauses successives, différents intervenants donnaient des informations avec leur propre ressenti de cette procédure et compréhension de la situation. Et puis, on n'avait pas toujours le temps, évidemment, nécessaire à leur consacrer, car on avait d'autres patients à prendre en charge. Alors, un autre constat que nous avons fait l'année dernière, c'est que nous n'avons pas,
augmenté le nombre de donneurs prélevés dans notre institution, mais nous n'avons pas non plus augmenté le nombre de patients référés. C'était pourtant un de nos objectifs. Alors on s'est prêté à un petit exercice, nous n'avons rien inventé, on s'est basé sur les exercices que d'autres ont fait précédemment et nous avons cherché à savoir quel était le potentiel de patients que nous n'avons pas référés sur une année. Nous avons ciblé les patients de catégorie DCD3, donc les patients chez qui nous pourrions faire un prélèvement d'organes après arrêt thérapeutique, parce que nous nous sommes rendus compte que chez les patients en mort cérébrale, nous référions les patients qui étaient potentiellement recevables. Et là, on s'est rendu compte que nous avions, et pourtant c'est un chiffre qui est certainement sous-estimé, 11% de nos patients de cette catégorie qui n'étaient pas référés. Bon, les critères, c'est les patients de moins de 70 ans, chez qui il n'y avait pas de contre-indication comme HIV, qui n'étaient pas en MOF, pas de septicémie, pas de phénomène néoplasique, et qui évidemment étaient intubés. Alors nous avons continué notre constat. On s'est dit que nos protocoles étaient probablement incomplets, voire inadaptés. Et puis on s'est rendu compte que nous n'avions pas non plus de protocole de collaboration avec le service des urgences, parce que la prise en charge peut s'établir probablement dès la prise en charge des patients au service d'urgence. Nous n'avions pas de protocole de déclaration d'événements indésirables, même si nous n'en avons jamais rencontré. Et puis finalement, il y avait peu de formation des équipes de soins intensifs, hormis les formations de HEP et ce colloque annuel. Alors, début 2017, nous avons décidé de réaliser plusieurs actions avec comme objectif de sensibiliser les équipes en don d'organes, de détecter et d'optimaliser la détection des donneurs potentiels, par la même occasion de soulager la charge de travail de nos équipes, surtout la charge administrative induite par les processus de don, tout en maintenant une bonne qualité de prise en charge de nos patients, qu'ils soient ou non des donneurs potentiels. Et nous avons une vieille idée finalement est revenue et au fil de différentes rencontres, décidé de mettre en place une véritable équipe de coordination locale des donneurs. Cette équipe est composée d'un médecin responsable et d'un adjoint, d'un infirmier responsable et d'un adjoint également, de psychologues de référence, mais surtout de 15 infirmiers, tous volontaires pour réaliser des gardes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des gardes sous forme de gardes rappelables de 12 heures, et tout ça en plus de leur activité principale aux soins intensifs. Et nous avons débuté donc cette activité dès le 15 juin de cette année. Alors rapidement, quel est le rôle de chaque intervenant? Le médecin responsable supervise l'entièreté de la fonction et en plus a revu différents protocoles, que ce soit les protocoles de mort cérébrale, de détection des donneurs, mais particulièrement le protocole DCD et particulièrement la prise en charge de ces patients en salle d'opération. L'infirmier responsable de la fonction organise les gardes en code de la base de données Gift Action, suit le flux de tarification post-don pour garantir la gratuité du don auprès des familles, révise les protocoles de façon permanente avec les différents retours que nous avons après chaque procédure, organise la formation non pas seulement de l'équipe et uniquement de l'équipe, mais bien de l'ensemble du personnel des soins intensifs et s'inscrit dans une véritable politique en fait, du don d'organes au CHR de la Citadelle. Les coordinateurs locaux ont donc reçu une formation sur le fonctionnement de la cellule, de la mission, de la cellule et l'utilisation des différents outils que nous leur avons mis à disposition. Pour ceux qui n'avaient jamais eu l'occasion de participer à la formation au DHEP, nous les avons également invités à participer à cette formation. Alors, on leur a fourni des outils comme des kits contenant tous les tubes nécessaires au prélèvement, les demandes d'examen nécessaires, et également différents documents de fonction, comme les certificats, les fiches de liaison avec la coordination de transplantation, car à l'heure actuelle, nous ne pouvons toujours pas tout transmettre par voie informatique, des rapports de liaison interne pour garantir la qualité de prise en charge tout au long de la procédure, les avis de magistrat si nécessaire et si le patient a un avis de non-disposition du corps, et le plus important, à mon avis, une checklist reprenant l'ordre à suivre et les différents processus à suivre tout au long du don d'organes. Alors leur mission, c'est d'assurer la liaison avec le centre de transplantation, d'accompagner et de soutenir les proches,
d'organiser les examens complémentaires et de transmettre les résultats en flux continu, de sorte à ce que nos collaborateurs du CHU puissent encoder les données auprès de Retransplants le plus rapidement possible. Et bien sûr, on s'assure également de la bonne prise en charge du patient. Alors, nous avons mis en place un processus général de prise en charge des donneurs potentiels au sein de notre institution. Celui-ci débute évidemment par la détection des donneurs. Donc, en fait, tout patient chez qui un diagnostic de mort cérébrale est établi ou chez tout patient chez qui une décision d'arrêt des traitements est prise, la question du don d'organes est soulevée systématiquement. À ce moment-là, on fait appel au coordinateur de don de garde. Nous lui transmettons différentes informations, de sorte à ce qu'il puisse lui-même prendre un premier contact avec le centre de transplantation, de sorte à avoir un premier avis qualitatif du donneur, à demander une vérification du registre national et évidemment de lui annoncer un candidat potentiel. Dans le même temps, si un avis de non-disposition du corps a été émis pour le patient concerné, nous prendrons contact avec le parquet. Dans le même temps, au sein du service, les proches sont abordés pour la première fois pour leur annoncer le diagnostic de mort cérébrale ou la décision d'arrêt des traitements. Une fois que le retour, on l'espère favorable, du centre de transplantation nous est donné sur l'acceptabilité du donneur potentiel, nous organisons une deuxième rencontre. Et c'est seulement à ce moment-là, premièrement, qu'on va aborder le sujet du don d'organes. C'est à ce moment-là qu'on va s'enquérir du fait qu'il n'y ait pas eu du temps du vivant du patient une opposition à un don d'organes. Et nous allons introduire le premier contact de l'infirmier de coordination locale de don auprès de la famille, de sorte à ce qu'il soit bien identifié et qu'il puisse jouer son rôle pleinement de contact pour les proches. La procédure se continue par la collecte des informations disponibles, la demande de la réalisation des prélèvements et des examens, l'envoi des différents résultats à la coordination de transplantation, s'assurer de la bonne prise en charge du patient et surtout informer et accompagner les proches tout au long du processus. Alors, voilà, un petit peu plus de 5 mois d'activité, 5 mois et demi, pas tout à fait 6. A-t-on atteint nos objectifs finalement ? Si on réalise le même exercice que précédemment, on peut se rendre compte que nous avons eu 104 patients décédés. On va se centraliser sur les patients de la catégorie 3, donc après arrêt des traitements. Nous remarquons que nous n'avons proposé, ça paraît peu finalement, mais 6 patients et que malheureusement ceux-ci ont été refusés. Mais ce qui est surtout important de voir, c'est que nos 11% de patients non proposés sont passés à 6%. Donc je pense qu'on peut dire qu'on a un premier effet positif sur notre façon de prendre en charge les dons d'organes, et ceci est certainement lié à la sensibilisation des équipes, que ce soit par les informations et les formations que nous avons données, que par les différents articles qu'on a publiés dans nos journaux internes ou sur notre intranet. Alors, il est difficile de l'évaluer parce qu'il est un peu tôt pour avoir un retour des familles chez qui on a réalisé un don d'organes. Mais je pense qu'il est assez facile de dire que nous avons atteint un deuxième objectif et optimiser l'accompagnement de nos proches. Nous avons, depuis le 15 juin, donc une personne qui est là vraiment pour eux, pour répondre à toutes leurs attentes, répondre à leurs questions. Donc je pense qu'on peut dire que la qualité des informations est accrue, surtout qu'elle est la seule à donner des informations, et plus 5, 6, 7 personnes différentes. Alors, la fonction a été bien accueillie par tous nos collègues, car plus de surcharge de travail pour eux, et la communication entre intervenants est certainement de meilleure qualité, pour la même raison que par rapport aux proches, car il n'y a plus qu'un seul intervenant, plus de perte donc d'informations tout au long du processus. Alors, nous n'avons pas décidé de s'arrêter là. On est à 6% de patients potentiellement prélevables non référés, donc on peut certainement s'améliorer. Nous avons décidé également de créer une formation complémentaire à celle de l'EDHEP, parce que finalement, une des difficultés peut-être pour les équipes, c'est l'accompagnement des proches. Donc, nous sommes en train de réaliser
une formation destinée à accompagner les proches de la façon la plus appropriée. Nous avons également l'intention d'informer et de former notre personnel du service des urgences, de continuer à renforcer la détection des donneurs potentiels et d'organiser des actions de sensibilisation auprès des patients et des visiteurs de l'institution. Ce n'est peut-être pas la seule bonne façon d'aborder les choses. Je pense qu'on est sur la bonne voie, qu'on se dirige progressivement vers nos objectifs, et nous avons donc bien l'intention de continuer dans ce sens. Voilà. Je vous remercie.